Salut, c'est Greg. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les tout nouveaux phares de chez Lone Rider qui sont les Motolights et pour moi qui sont vraiment destinés aux personnes qui veulent voir de nuit comme en plein jour et qui veulent aussi être vues. La vidéo va être hyper complète, donc je vais vous mettre un chapitrage, vous pouvez aller à la section que vous voulez sur YouTube parce qu'on va parler absolument de tout. Côté sommaire, je vais d'abord vous présenter les phares, leurs fonctions, tout ce qu'il y a à vous dire dessus au niveau des specs. Ensuite, on va voir l'installation, le paramétrage pour vous montrer que c'est pas du tout difficile de faire ça avec un ordi. On va bien évidemment parler des tests que j'ai pu réaliser et puis on va aborder des sujets qui sont beaucoup plus sensibles à ce que j'ai vu sur Facebook et où j'ai fait pas mal de recherches pour pouvoir cadrer les choses et arrêter les idées farfelues. On va parler de la loi, on va bien évidemment parler aussi du prix puisque je vais vous le situer par rapport à d'autres concurrents. Et enfin, on fera une petite conclusion pour vous dire ce que je pense de ces Motolights. C'est un produit qui pour moi n'est pas vraiment connu puisque je connaissais pas ce type de produit. Pour moi, des phares, c'était juste des loupiottes on-off point barre. Et en fait, là, on est sur quelque chose de complètement différent. Jusqu'à présent, il n'y avait qu'un seul concurrent sur le marché, qu'une seule personne qui proposait ce type de produit, c'est Denali. Et il se trouve que moi, j'en avais pas entendu parler avant parce que j'étais pas super à la pointe de ce genre de produit. Et peut-être que vous, c'est le cas aussi. Aujourd'hui, Lone Rider vient rajouter de la concurrence avec un produit encore plus évolué. Et du coup, pour moi, c'est une réelle découverte. Donc, je vous en fais part aussi. Je vous fais toute la présentation, toute la formation, afin que vous puissiez voir la différence qu'il y a entre ce type de phare et un phare classique. Ah oui, il faut que je vous dise un truc aussi. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques temps, sur Facebook, j'ai fait une petite vidéo d'1 minute pour dire que ça venait de sortir, puisque ça vient juste de sortir. Et j'ai découvert que ce produit-là pouvait être sujet à débat, à manque de respect, à déclaration d'ego et compagnie. On est sur de l'information, donc dans les commentaires, on échange tranquillement, mais on ne part surtout pas dans du manque de respect, on reste dans la bienveillance s'il vous plaît, on va rester courtois, et si ça ne nous intéresse pas, bah ça nous intéresse pas. Allez, c'est parti pour la présentation des Motolights. Alors déjà, je vais vous donner les caractéristiques que vous retrouverez de manière très détaillée sur le site de Lone Rider. La page est super bien faite. On va retenir plusieurs points forts sur ce produit, ses fonctions qui sont pour moi nouvelles. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec des phares. Et surtout la puissance. Alors pour vous donner un exemple, vous savez que j'aime bien la marque SW Motech, prenons donc leurs phares, que ce soit les longues portées ou les anti-brouillard. On va d'ailleurs faire une précision sur la différence entre les deux. SW Motech propose un modèle avec des phares, soit anti-brouillard, soit longue portée, avec une puissance qu'on nous annonce à 1600 lumens. Tout de suite, avant de vous expliquer ce que c'est, ici, on est sur 23 200 lumens. Vous imaginez donc le gap important qu'il y a entre les deux, mais pour comprendre, il faut que je vous explique déjà ce que sont les lumens et avec ce que sont les lux, puisqu'on va en parler. Et pour ça, vous connaissez la chanson. Eh bien, c'est très facile! Le lumens est tout simplement une unité de mesure qui va servir à décrire le flux lumineux qui part et qui est émis depuis la source. C'est donc la quantité totale de rayonnement émis depuis le phare qui sera visible. En clair, c'est ce que ça crache. Le lux, quant à lui, est une unité de mesure qui permet de savoir quel est l'éclairage qui est reçu sur une surface. En gros, c'est ce qu'il reste à la fin et qui est utile pour nous, surtout dans le cadre d'un éclairage avec des phares. Par exemple, un phare de 1000 lumens va avoir un éclairage de 1000 lux sur une surface de 1 mètre carré à une distance de 1 mètre. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui va rester là-bas au bout. Alors pour ça, attends, stop au mode Jamy. Alors pour ça, il y a la plupart des marques qui font des phares de qualité qui se sont mis d'accord pour donner une valeur. Et la valeur, elle est de 1 lux à quelle distance? À quelle distance il nous reste encore 1 lux? Donc un éclairage avec 1 lumens sur 1 mètre carré. Ici, sur les Motolights, on est à 700 mètres. Par exemple, pour vous donner une comparaison avec le concurrent principal, les Denali D7 Pro, qui eux font 23 000 lumens de puissance à la source. Ici, donc, on est à peu près pareil puisqu'on est à 23 200. Eh bien, Denali donne une valeur qui est autour de 450 ou 480, j'ai oublié. Mais en tout cas, en dessous des 500. Là, ici, on est sur les 700 mètres. Et ça, c'est apporté par une LED spéciale qu'il va y avoir au milieu. On va en parler après. En gros, ce qu'on retient là, c'est que comme dirait l'autre, ça pousse. Alors parlons un petit peu de ces 9 LED. Bon, d'abord, vous avez ce que vous voyez ici qu'on appelle le DRL, le Day Running Light. En gros, c'est la lumière qui court le jour. Non, c'est pas comme ça qu'on va le traduire. En fait, c'est comme un feu de position. Plus précisément, ce serait une signature lumineuse qui là, clairement, n'éblouira personne. On peut le paramétrer, on en parlera juste après. Et cette signature lumineuse peut être soit en couleur ambre, parce qu'il peut y avoir le rappel des clignotants, soit en couleur blanche. Ça, c'est paramétrable, on en parle juste après. En plus de donner un style sympa à votre moto, et donc une nouvelle signature lumineuse, qui d'ailleurs va s'accorder parfaitement avec certaines bécanes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voyez desquelles je parle. On sera sur exactement la même chose. Valoutre, si tu nous regardes, toi tu sais. Et ça va aussi apporter une touche de sécurité en plus, puisque quand on va voir un véhicule arriver avec les feux de croisement,
les feux ici de veilleuse ou de position et en dessous d'autres feux comme ça va attirer un peu plus l'œil et on va peut-être plus faire attention. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Ensuite, on a la partie du bas avec 4 LED qui font 10 watts chacune. On a ensuite la partie du haut avec 4 LED aussi qui font 10 watts chacune. Je vous parlerai des fonctions tout à l'heure. Et puis, on a la LED du milieu qui, elle, fait 20 watts, dont l'objet et dont la gestion du faisceau est fait pour aller éclairer le plus loin possible. Et c'est donc elle qui contribue fortement à atteindre ce luxe à 700 mètres. Alors, on va en profiter pour faire la différence entre l'anti-brouillard et la longue portée. Parce que sur les 4 LED du bas, on pourrait assimiler ça à des anti-brouillards. Pourquoi? Parce que les lentilles sont striées. Ça permet d'avoir un faisceau qui est mieux géré, qui est plus diffus et qui est plus large, qui va aller moins loin. C'est ce qu'on retrouve dans les anti-brouillards. Ça ne veut pas dire que ce sont des anti-brouillards, attention, puisque tout est paramétrable, on en reparlera tout à l'heure. Pour le moment, les feux du bas ont une fonction qui va être plutôt sur les feux de croisement. Pour les 5 autres LED, les lentilles ne sont pas striées, donc on va plutôt être sur ce qu'on appelle de la longue portée. Le faisceau, on veut qu'il soit droit, puissant et qu'il aille le plus loin possible. Quelques autres précisions sur les Motolight. Ils font 11,4 cm de diamètre, donc on est sur un phare qui est assez gros, mais qui pour autant, alors quand on le sort de la boîte clairement, on a l'impression que c'est énorme. Et sur une T7, parce que je l'avais vu avant sur une 1300 GS en démo, je vous en parlerai tout à l'heure, ça fait partie des tests, ça allait très bien puisque c'est une moto qui est quand même assez volumineuse. Il se trouve que la World Red est aussi un peu volumineuse par ses 2 réservoirs, mais finalement, là où je les ai positionnés, je trouve que ça ne choque pas du tout, et certaines personnes même qui le pensaient, après avoir vu des photos, ont dit « bah non, finalement, ça passe bien ». Et c'est ce qu'il faut pour pouvoir gérer une telle puissance, toutes les fonctions qu'on va avoir dedans, et surtout, quelque chose qui est très important, et c'est là où on va oublier tout ce qui vient de Wish, c'est le refroidissement. Vous imaginez bien que de telles fonctions et une telle puissance a besoin d'être refroidie. Donc il y a une technologie, une forme au niveau des ailettes qui a été spécialement testée et développée par Lone Rider qui permet d'avoir un refroidissement suffisant pour qu'en utilisation prolongée, le phare ne chauffe pas et n'ait pas de défaillance. Côté poids, puisqu'il y a des matériaux qui sont comme d'habitude robustes et de bonne qualité, c'est le choix que fait à chaque fois Lone Rider parce qu'ils veulent créer des produits premium, on est sur 840 grammes par pod. Bien évidemment, ils sont étanches et ils sont résistants à la poussière et à l'eau avec la norme IP68. Il y a tout un tas d'autres caractéristiques, je vous laisse aller voir ça sur le site, on va pas faire de la lecture de la boîte. Et avant de vous dire ce qu'il y a dans la boîte, parce que ça va faire le lien avec la partie installation, on va d'abord parler de toutes les fonctions disponibles dessus qui font que ce phare est différent de ce qu'on connaît, et ensuite on va parler aussi de la consommation électrique. Alors au niveau des fonctions, on nous annonce au moins 6 fonctions sur la boîte, mais il y en a d'autres qui vont arriver puisque je vais vous en parler. Ça fonctionne avec un contrôleur qui peut se mettre à jour et il est donc facile, un peu comme chez Tesla, de faire des nouvelles mises à jour avec des nouvelles fonctions, de les implémenter et on en bénéficiera en faisant la mise à jour. Mais pour le moment, on va rester simple. Je vous ai parlé du DRL que vous voyez ici. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on démarre la moto, je le fais ou je le fais pas? Je suis enfermé. Bon, allez, pas longtemps. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais on a les 4 du bas qui s'allument, entièrement paramétrables. Allez, avant de m'asphyxier, on va couper tout ça. Donc on va juste remettre le contact comme ça, et tout le monde va rester allumé. C'est parfait. Donc vous avez pu voir en bas, ce sont des feux de croisement. Grâce au contrôleur dont on va parler après, les phares savent ce qui se passe sur la moto et quand je démarre, puisque les feux de croisement s'allument, ce qui est obligatoire sur les motos récentes en plus de la veilleuse, on va avoir donc ce qui est l'équivalent des feux de croisement qui s'allument en bas. Sachant que ça se paramètre dans le logiciel, on le verra tout à l'heure, entre rien du tout et au maximum. Ce qu'on ne fera bien évidemment pas du tout, sinon on va éblouir les gens, mais ça je le garde pour la partie réglementation. Du coup, pour vous parler de la partie plein phare, je vais être obligé de me réasphyxier encore une fois. Démarrage, les phares s'allument. Si je fais un appel de phare, ou si je mets tout simplement les pleins phares, ça s'allume avec. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et moi, je sais que je vais bientôt être asphyxié. On a donc une fonction supplémentaire qui est la fonction plein phare, qui va aussi pouvoir se régler entre rien et 100% dans l'application. Sachant que tout ça, si vous avez une moto qui est ultra multiplexée et récente et qui peut avoir l'éclairage des phares automatique, qui a donc un capteur de luminosité qui sait si on est le jour ou la nuit comme les voitures, eh bien ces phares, grâce au contrôleur, peuvent aussi récupérer l'information et faire en sorte que ça s'allume ou pas avec l'éclairage automatique. Et vous pouvez choisir si la nuit ou le jour avec l'éclairage automatique, on a 0, 20, 25, 50, etc. 100% d'éclairage sur les phares. Je vous confirme, je ne vais pas réitérer l'opération de démarrage dans un garage fermé, même si c'était que 3 secondes, parce que
Ça cocotte le CO2, hein? Comme autre fonction, on va pouvoir avoir le rappel des clignotants si vous avez une moto multiplexée avec cette information. Malheureusement sur la T7, je ne l'ai pas, ça pourrait se câbler, c'est pas hyper pratique, mais pour toutes les autres qui sont multiplexées, même avec le rappel de clignotant qui permettra de déclencher des fonctions, on l'avait vu sur la GS, vous pouvez faire en sorte que en plus du clignotant, vous avez aussi le DRL qui clignote, afin de signaliser encore mieux que vous tournez et qu'on arrête de vous dire « Ah bah vous n'avez pas vu ». Parce que ça, je pense qu'on l'a tous entendu plusieurs fois dans notre vie de motard. On peut paramétrer aussi une fonction qu'on appelle le Beast Mode, c'est-à-dire tout à fond. Remarque, ça se paramètre aussi. On peut ne pas mettre tout à fond, mais l'intérêt, Beast Mode, c'est de mettre tout à fond pour moi. Alors dans le logiciel, on va pouvoir dire que par exemple, 3 clics d'appel de phare ou 3 clics de retour des clignotants, si vous avez une moto multiplexée, ça va mettre le Beast Mode et vous le paramétrez. C'est-à-dire que là, vous avez tout allumé avec le faisceau très prolongé et vous choisissez comment votre Beast Mode va se comporter. Et puis il y a aussi la fonction stromboscopique. Donc une fois de plus, on n'est pas là pour faire du kevinage, on est intelligent, on utilise sa moto à bon escient. On peut par exemple dire qu'en cas d'utilisation de l'avertisseur sonore, un coup de klaxon en cas de danger, on va pouvoir aussi avoir un avertisseur lumineux avec du stromboscopique et ça c'est entièrement paramétrable. Et comme on disait quand on en discutait avec Matt, n'allez pas m'utiliser ça pour faire de l'interfile, ça s'assimile, on en parlera tout à l'heure avec ce qui est verbalisable, à des feux qui sont sur les motos de police et ça c'est interdit. Bon, je pense que là on a fait le tour des fonctions et d'une petite présentation générale, on va rentrer un peu plus dans les détails et avant d'ouvrir la boîte et de voir ce qu'il y a dedans, je vais vous parler aussi du contrôleur qui est indispensable pour utiliser les Motolights et il en est de même pour le concurrent chez Denali car des feux d'une telle puissance avec les fonctions qu'ils ont forcément besoin d'être contrôlés, on ne peut pas juste les mettre sur un bouton 1 ou 0, ce qui ne permettrait pas de toute façon d'accéder aux fonctions que je pourrais appeler d'intelligentes puisqu'elles sont capables de récupérer les informations depuis la moto au travers de la prise diag, mais on va en parler dans l'installation, et ensuite de répercuter leurs fonctions sur les phares. Ce contrôleur qu'on appelle chez Lone Rider un Motocan est développé par les spécialistes en la matière qui sont Exinnovate. C'est une entreprise anglaise qui en fabrique et actuellement si vous allez sur le site de Lone Rider, vous allez voir que ça n'est pas disponible pour toutes les motos et c'est le cas pour ma T7. Pour autant, vous les avez vus, ils sont là et ils fonctionnent. Pour cela, c'est tout simple, j'ai tout simplement pris un e-scan de chez Exinnovate sur leur site en direct ou si vous voulez éviter les frais de douane que je me suis tapé, prenez-le plutôt sur un site français et j'ai pris le modèle adapté tout simplement au Yamaha avec la mise à jour qui correspond au Motolight, il les reconnaît et je peux les paramétrer. Cette info est intéressante pour si jamais vous voulez vous procurer des Motolights mais que votre moto n'est pas encore dans le listing, mais qu'il existe un contrôleur e-scan fabriqué par Exinnovate. Tout ça aussi pour dire que ce contrôleur est fabriqué par les meilleurs, alors on va pas rêver quand on voit celui qui est fabriqué pour Denali, eh bien il est fabriqué aussi par Exinnovate, il n'y a pas de secret, quand quelqu'un est le spécialiste, on se tourne vers lui pour faire de la qualité. Pour tout ce qui est branchement, on en parlera dans la section juste après, puisque maintenant on va parler de la consommation. J'ai eu l'impression, au travers des commentaires sur Facebook de ma première présentation d'1 minute, qui a généré moultes échanges, eh bien j'ai vu que la consommation était un sujet important. Alors j'ai fait des recherches assez approfondies et on va en parler. Sur la boîte, on nous donne plusieurs informations au niveau de la consommation. On nous parle déjà de la puissance maximum en watts. On est sur une puissance maximum qui fait 180 watts. Oui, c'est énorme. Attention, ça veut dire quand on est au maximum, c'est-à-dire tout allumé, Beast Mode, plein phare, toutes les LED au taquet. On peut paramétrer, je vous l'ai dit dans l'appli, entre 0 et 100. Donc ça, clairement, c'est une utilisation qui va être plutôt rare. Mais on garde ce chiffre en tête. Ensuite, on nous dit que la consommation classique est de 145 watts. Mais ça, c'est pareil. Pour moi, c'est une consommation quand on va mettre tout à fond. C'est-à-dire que là, ils sont clairement pas en train de consommer 145 watts. Et même si je mets juste les feux de croisement, donc que j'utilise 4 LED sur les 9, dont une qui est plus puissante que les autres, bah forcément, je suis pas à cette consommation. Mais attendez voir quelque chose. Quand on utilise des vêtements chauffants, on voit vite, j'ai fait mes recherches, qu'on a des gants qui vont tourner dans la dizaine de watts chacun, puisqu'on a deux mains, on a deux gants. On va avoir des vestes chauffantes que certains utilisent dans les conditions hivernales. Et sur ces vestes chauffantes, on est souvent sur 80 watts. Ensuite, en bas sur le pantalon, on est souvent sur 40 watts. Quand on fait la somme de tout ce beau monde, on arrive rapidement et facilement sur une consommation égale au phare, mais au maximum. Voilà, ça c'est pour donner un ordre de grandeur. Mais maintenant, j'ai fait des recherches et j'ai passé pas mal de temps dessus. Je vous les partage. L'idée de fond, c'est de voir ce qui est vrai par rapport aux commentaires des gens qui disent « ça va flinguer la batterie, ça va vider la batterie et on va être en panne ».
Et c'est ça que je voulais démontrer. Déjà pour ça, il faut savoir combien votre alternateur produit en électricité. On trouve ça sur les données techniques de la moto. Moi par exemple, j'ai pu le trouver sur ma T7 directement dans le manuel d'atelier. J'ai fait un petit calcul puisqu'on me donne l'intensité et le voltage en fonctionnement de l'alternateur et ça m'a donné une puissance qui se trouve facilement sur les forums qui est de 410 watts. En faisant ces recherches, j'ai trouvé une autre info que je vais vous partager à titre de comparaison puisque là on est sur un petit moteur, un 700 cm3. Sur l'Africa Twin 1100, j'ai trouvé que l'alternateur sortait 490 watts. Il suffit de le trouver ensuite pour votre moto pour savoir ce que vous avez de disponible en puissance électrique sur votre bécane. Sauf que quand votre bécane fonctionne, elle a besoin de certaines fonctions qui vont être, on va dire, les organes vitaux. Je les ai listés ici. On a besoin d'une pompe à essence. On a besoin d'un ECU, donc ça c'est le boîtier électronique, que je crois qu'on appelle aussi le CDI à l'époque. On a besoin de l'injection électronique. On a besoin d'un système de charge de batterie, puisque ce qu'on ne veut pas, c'est taper dans la batterie. Donc il faut qu'il y ait assez de jus pour la charger en permanence, sachant que quand elle est chargée au max, elle utilise encore moins. Mais ça fait partie de mes recherches. On a besoin d'un phare avant, avec feu de croisement, feu de position. On a un feu de position à l'arrière aussi, un éclairage de plaque. Et puis on peut avoir en cas d'utilisation tout ce qui va être clignot, feu stop. Et on a aussi l'instrumentation de bord qui va utiliser, puisque là, comme j'ai laissé le contact, mon compteur est allumé avec des petits voyants partout et l'éclairage de l'écran TFT. Donc tout ça, ça consomme. Alors attendez, bougez pas. Plutôt que de prendre mes petites valeurs sur mon téléphone, on va carrément prendre le portable sur lequel j'ai fait mon petit tableau Excel des consommations. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tableau avec les consommations minimum possibles que j'ai trouvées. J'ai fait un autre tableau avec les consos maximum que j'ai trouvés. Et ensuite, j'ai réussi à affiner ça. C'est ce qui m'a pris le plus de temps pour faire une consommation réaliste, pour trouver vraiment les valeurs sur une moto qui ressemble à la mienne. Ce que je trouve, c'est que la pompe à essence va taper environ 70 watts. Le CU, on serait dans les 35 watts. L'injection électronique dans les 30 watts. Pour la charge de la batterie, on serait entre 20 et 40 watts, sachant qu'on serait plutôt autour des 30 puisque la plupart du temps, notre batterie est tout le temps chargée. On part pas de zéro avec une batterie à vide où il faut y envoyer le maximum. Au niveau du phare, les croisements, c'est 13,2 watts. Les pleins phares, c'est 26 watts. Si on a les deux ensemble, on va taper sur 39 watts. Mais pour la plupart du temps, je suis parti sur une conso réaliste de 30 watts. Feu arrière, plaque et stop, j'ai fait la somme de tout ça, on arriverait à 25 watts. Le compteur, on serait autour des 15 watts, ce qui me fait une conso réaliste en utilisation standard sur les organes vitaux d'environ 230 watts. Il me reste donc pas mal de marge sur les 410 watts que peut sortir ma bécane. À ça, j'ai ajouté deux choses. J'ai ajouté le chargeur USB, puisque moi forcément j'utilise des chargeurs USB. On va être entre 20 et 40 watts et ensuite j'ai ajouté les Motolights. On nous dit qu'on a une consommation maxi de 145 watts. Quand je somme tous ces organes vitaux, je suis sur 405 watts. Ça veut dire que sur mon petit alternateur, ça passe, il est capable d'en sortir juste un peu plus dans le cas où je serais, je précise, de nuit pendant des heures en plein phare constant. Donc ça veut dire que si je vais utiliser d'autres accessoires pour monter un peu au-dessus, sachant que j'ai pris des valeurs vachement enveloppe quand même, hein, j'ai essayé de taper large pour l'étude, il pourrait arriver des fois si je vais utiliser un autre truc, par exemple tiens je vais balancer de la poignée chauffante au taquet, il pourrait arriver que je passe au-dessus et donc que j'utilise ma batterie. Je vous parle de ce cas extrême pour éviter qu'il y ait débat dans les commentaires et que je vous montre avec des valeurs réelles ce qui est la vraie vie quand on conduit une bécane. Mais maintenant, il y a autre chose que j'aimerais vous dire. Votre salaire, il est de combien? Admettons, vous avez 2000 € qui tombent sur votre compte. Vous devez faire avec ces 2000 €. Vous n'allez donc pas, quand vous allez arriver à 1900 € consommés, il vous reste plus que 100 €, allez vous faire un week-end à 400 balles dans un hôtel 4 étoiles. Ça me paraît évident. Et bien, c'est pareil sur la consommation. Si j'ai une moto qui sait faire 410, je me débrouille pour avoir 410. Allez, c'est la fin de ce long sujet consommation, mais il me semblait important parce que quand on parle de phare aussi puissant, la première chose qui vient dans les questions, c'est qu'est-ce que ça consomme? Pour moi, j'ai des valeurs qui permettent d'en savoir beaucoup plus sur le sujet. Allez, maintenant, on va enfin voir ce qu'on trouve dans cette boîte, sachant que le principal intéressé, enfin les principaux intéressés, sont déjà sur la moto. On va trouver des autocollants, on va trouver un petit schéma de câblage pour nous donner des indices, même si ensuite, avec le QR code, on trouve tout le détail et toutes les infos, et puis je vais vous en donner dans cette vidéo. On va trouver deux magnifiques feux, les autocollants, vous restez sages, qui donc sont ici. On va trouver les câbles nécessaires. Alors au niveau câblage, là, ils n'ont pas fait de main morte. On a tout simplement le câble qui vient directement du phare, donc qui est solidaire du phare et qui finit sur une prise MT 3 broches. On va avoir pour chaque phare une rallonge si on en a besoin. Moi, je n'en ai pas eu besoin parce que vous allez voir que l'autre câble est bien suffisant.
Mais s'il faut, on a une rallonge pour aller de ce phare à beaucoup plus loin sur la moto. Et on va trouver un Y qui va récupérer les deux connecteurs. Donc moi, le Y a réussi à aller de chaque côté des phares et qui va aller sous la moto pour aller sous la selle pour récupérer le contrôleur. On en parle juste après dans le câblage. On va retrouver tout ce qu'il faut au niveau des fixations. Alors, on a des outils, on a des petits tampons pour les systèmes de fixation ici qui vont pincer les crash bars par exemple. Enfin, c'est principalement l'installation qu'on va faire. Il nous faut des crash bars, des barres rondes. Et pour éviter d'abîmer tout ça, on a différents petits caoutchoucs de différentes tailles qui permettent du coup de s'adapter à différents diamètres de crash bars, que ce soit des tout fins ou des plus gros. On a toute la visserie avec, qui est une visserie comme d'hab de qualité. On le voit dans les matériaux. On a des petits adaptateurs si on veut les déporter. Sachant que vous allez voir sur le site, vous avez différentes options de montage par moto, pas pour toutes, mais pour la plupart. Vous avez donc la pince habituelle comme on a ici, qui va donc se pincer sur les crash bars. On peut mettre en position en dessous comme moi ou au-dessus, ça dépend de votre bécane. Moi au-dessus je pouvais pas parce qu'ici le réservoir est un peu trop proéminent sur la World Red. Et on va avoir aussi d'autres systèmes de fixation. Il suffit de choisir les options pour certaines motos si on préfère les avoir ailleurs. Sachant que en développement, il y a de nouveaux systèmes qui sont prévus pour les fixer par exemple dessous. Je sais que la T7 en fait partie, donc peut-être que prochainement, je les enlèverai d'en bas pour les mettre au-dessus. Mais on parlera de cette position tout à l'heure. Et puis on trouve dans la boîte aussi, moi je les avais pris avec moi, on trouve des caches complètement occultants si jamais on veut les mettre dessus. Alors soit pour ne pas du tout s'en servir si on n'a pas envie de s'en servir, soit tout simplement pour les protéger si vous êtes derrière un copain en off-road qui est bien énervé avec des gros pneus et que ça vous balance quelques caillasses. Ce serait dommage d'aller éclater la lentille. Alors maintenant, au niveau du motocan, alors là c'est pareil, il est installé sur la bécane puisqu'il est en train de tourner. On trouve donc un motocan qui est un petit boîtier. Alors c'est le petit boîtier qu'on voit ici en photo, mais vous le verrez mieux tout à l'heure. J'irai vous le filmer sous la selle et on trouve tous les câblages qui vont bien avec pour votre moto, puisque vous avez choisi un motocan spécifique à votre moto. Et si votre moto est spécifique, comme toi, tu le sais peut-être pas, mais tu es spécifique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très électronisée, tout n'est pas multiplexé. Par exemple, les pleins phares ne le sont pas, pour autant vous avez vu, ça marche sur les commandes, parce qu'il vous file un faisceau qui est plug and play, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il était derrière, j'ai enlevé le cache, j'ai défait, j'ai mis, il y a un petit fil qui part et qui va sur le motocan et ça permet de dire, ça y est, je suis en plein phare. Ça marche super bien et c'est très facile à installer. On peut avoir pareil pour le klaxon, puisqu'évidemment sur la T7, le klaxon n'est pas multiplexé, mais si je veux, pour avoir les fonctions qui vont avec, je peux le mettre, c'est sur le câblage et c'est fourni avec. Bon, du coup, on est bien trop en train de parler de câblage. Il serait temps de parler de l'installation. Allez, on va se rapprocher. Alors pour l'installation, c'est très simple. Déjà, vous positionnez les phares, mais ça vous allez trouver soit sur les crash bars comme je vous l'ai dit, soit avec un système différent que vous allez trouver sur le site de Lone Rider. Moi j'ai décidé de positionner ça sur les crash bars parce que c'est beaucoup plus simple, donc ça a été assez facile d'installation. Pour passer les câblages, je les ai passés donc derrière les carénages, mais j'ai eu un souci sur la World Red, c'est que ça n'est pas un carénage. C'est le réservoir qui est assez proéminent. Quand je les ai vus installer à Barcelonnette, les versions de démo sur les 1300 GS, il n'y avait pas de souci, ils ont pu passer tout ça derrière les panneaux. Donc moi, j'ai dû passer ça sous le réservoir. Petite astuce pour ceux qui vont avoir comme moi, parce que j'avais mis une lampe de travail ici d'un côté, au niveau de la douille de direction, et j'avais essayé de regarder en enlevant donc la selle et les carénages si je voyais la lumière au bout du tunnel. C'était un peu ça l'idée. J'en ai pas vu beaucoup, c'est-à-dire que sous ce réservoir, il y a beaucoup de monde. Mais j'ai réussi à trouver une petite faille et là j'ai pris un câble métallique et je me suis fait une aiguille, un tire-câble. Je l'ai passé, scotch au bout du connecteur et j'ai retiré en guidant petit à petit de manière à ressortir mon câble ici. Je pense que moi je suis dans un cas extrême sur la World Red, c'est pas la version extrême. Vous suivez pour ceux qui connaissaient les T7? Bref, du coup là j'ai réussi à trouver un petit passage dessous et ça m'a permis d'amener les câbles sous la selle. Dans la notice d'installation, on vous dit que c'est très simple. Pour pouvoir brancher le contrôleur, il faut tout simplement soulever la selle et trouver où est le connecteur qui vous permet d'avoir la prise diag. Bah pour moi, elle est juste là. Et là, c'est hyper simple. Soit votre prise diag, elle est libre. C'est ce qui me semblait que j'avais sur la première version de ma T7 que j'avais. Ici, sur cette World Red, j'ai trouvé un boîtier au bout. Alors au niveau des couleurs, les connecteurs qui vous fournissent sont quasiment la même couleur. Même moi qui suis daltonien, j'ai réussi à trouver lequel c'était. Puis là, vraiment, il est devant mes yeux, il est dessous, on ne peut pas le manquer. Moi, la prise diag, ce que j'ai fait, c'est que du coup, je l'ai débranché. J'avais le boîtier dans l'autre main. Mais la prise qu'on vous donne, le câblage qu'on vous donne qui va au motocan, il est super bien foutu. C'est-à-dire que c'est un T, c'est un pont. Donc j'ai branché ma prise diag libre dessus. De l'autre côté, j'avais de nouveau une prise que j'ai pu brancher directement sur le boîtier qui était au bout. Et là est arrivé un petit câble spécifique qu'on a ici qui est blanc et qui me permet de remonter les infos au motocan qui pour moi est ici. C'est aussi simple que ça.
Avant, vous aurez bien évidemment suivi la notice et branché ça sur la batterie. Il est doté d'un fusible, mais là, c'est facile. Vous savez faire, c'est comme n'importe quel branchement d'une prise USB ou d'un allume-cigare. Donc ça, c'est facile. Et en gros, une fois qu'on a fait ça, c'est terminé. On a notre motocan qui est alimenté, qui sait ce qui se passe sur la bécane. Et il va falloir utiliser ici une des voies. Il a une voie blanche, une voie rouge, une voie bleue et une voie verte. Il me semble que ce sont les 4 qu'il possède parce qu'il peut gérer différentes choses. Il peut par exemple gérer sur les motos qui savent gérer par exemple le siège chauffant ou les poignées chauffantes au travers de l'écran. Et ben on peut dire aussi qu'à ce moment-là, on envoie aussi vos vêtements chauffants dessus, auquel cas vous les branchez dessus. Bref, c'est un autre sujet. Mais c'est pour vous expliquer les possibilités qui sont nombreuses de ce motocan ou de ce eScan puisque ça vient de X-Innovate. Dans le cas des Motolight, il faut brancher ça sur la sortie blanche qu'on paramétrera tout à l'heure dans l'ordinateur, je vous le montrerai. Et une fois que c'est fait, c'est plug and play. Il n'y a plus rien à faire, ça y est, le système est entièrement branché. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si j'ai une mise à jour, on va le brancher à l'ordi, puisque c'est la première chose que vous devrez faire quand vous allez le recevoir, puisque dans la boîte, il n'a peut-être pas la dernière version, il avait celle lorsqu'il a été mis en boîte, donc on va voir comment on fait la mise à jour et comment ça se passe sur l'ordi. On va peut-être pas très bien me voir sur la caméra principale, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour vous donner un aperçu de comment on paramètre tout ça. Donc sur le eScan ou Motocan, on enlève le petit capuchon. Alors là, ils nous ont mis un vieil USB. Moi, j'aurais bien vu un USB-C. Mais bon, c'est chipoté. On branche à l'ordinateur. Hop. Et on va lancer l'application Motocan ou eScan qui va du coup détecter le device, l'appareil. Ça speak English. Et voilà. Ici, je me retrouve donc sur l'écran où je vais pouvoir tout paramétrer. Alors au préalable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai paramétré le fait que sur le white circuit, donc le circuit blanc, je vous ai dit il y avait 4 circuits, alors c'était pas vert, c'était jaune tout à l'heure, je corrige mon erreur. Sur le circuit blanc, je suis venu dire que en fait, j'avais un EaseBus qui était branché dessus. Et ensuite, quand je suis allé dans le petit menu hamburger, que vous avez l'habitude de retrouver sur les smartphones par exemple, je suis allé faire un petit EaseBus device et puis ça a permis de faire un scan. Et là, il a détecté directement les Motolight et il m'a changé le menu et directement j'avais ça. Alors sachant que je répète, précision importante, je suis donc sur une T7, les Motolight sont sortis le 16 septembre et sur la T7 vous avez vu c'est pas encore disponible. On peut le faire, ça fonctionne au travers du eScan, mais là je suis sur une version bêta de test pour la T7. Évidemment c'est comme les sabots moteurs, c'est comme les crash bars, quand une bécane sort ou quand un produit sort et qu'il doit faire tout le panel du marché, bah forcément on fait dans un ordre. Donc les BM ont été faites, on a des KTM, on a des Honda et il manque la T7, mais pour autant, je vous le dis, ça fonctionne. La preuve en est, même sur ma version bêta de l'application, je peux avoir tout ce qu'il faut et c'est fonctionnel. Alors on va donc pouvoir configurer le DRL. On va pouvoir demander si on veut qu'il soit couleur ambre ou couleur blanche. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'autre caméra en face, comme ça vous allez voir en direct ce qui se passe. On peut donc changer la couleur du DRL. On peut demander à ce qu'il soit blanc ou bien à ce qu'il soit couleur ambre pour faire un rappel avec les clignotants. Le changement est donc assez facile à faire. Moi, j'ai préféré avoir du ambre, donc je remets du ambre. On peut aussi, d'ailleurs sur le logiciel, on voit que ça change. Là, c'est blanc. Ils sont blancs sur tous les logos. Là, c'est ambre. On peut changer l'intensité. Je peux la mettre à 0. Hop. Je peux la mettre à 10. Je peux la mettre à 20, 30, 40. 50, ou moi, comme je trouve que ça n'éclaire pas forcément beaucoup, j'ai préféré la mettre à 100. Ensuite, on va avoir la partie qu'on appelle wide, c'est-à-dire les 4 LED du bas qui ont les lentilles qui sont striées. On va pouvoir changer l'intensité. Moi, je les avais mis sur 25, on peut les mettre sur 10. Donc en intensité, on peut mettre 100. Ça crache pas mal, ouais. En intensité, on peut mettre 2. On peut mettre 0. Et on peut mettre par exemple 7, 10, 15, 25. Moi j'étais à 25. 25, j'ai jamais eu d'appel de phare, on en parlera tout à l'heure dans la partie réglementation. Tiens, on va mettre 10 pour voir. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le full beam, c'est-à-dire les pleins phares, c'est le terme anglais. Et à ce compte-là, on va pouvoir choisir si on va mettre en plein phare la partie du haut à 100%, ou la partie du bas. Alors, est-ce que je peux mettre les pleins phares? Ah non, j'ai pas le moteur qui est démarré. Bon, on va éviter de le faire. Je vous ai dit déjà tout à l'heure, l'odeur, c'était pas top. Bref, c'est ici que vous allez choisir la partie du bas et la partie du haut, à quel pourcentage chacune elles vont s'éclairer quand on balance les pleins phares. Et au niveau des paramètres, je vous ai donc dit tout à l'heure qu'il y en avait encore plus que ça. Si moi je les ai pas encore, je précise, et c'est très important, c'est parce que je suis sur une version de démo.
Je vous rappelle que sur le site de Lone Rider, le Motocan n'est pas encore disponible. Les gars, ils travaillent jour et nuit et week-end. C'est à peu près ce que j'ai vu quand on s'est croisés à Barcelonnette pendant le festival. J'ai donc aucun doute que ça sorte très bientôt. En tout cas, pour le moment, j'ai les fonctions principales. Ce qu'on va pouvoir après modifier sur la T7 sont des fonctions plus affinées, plus dans le détail. Et ils vont par exemple pouvoir vous rajouter une fonction où sur un type de bouton, sur une combinaison de boutons, l'appli, alors le contrôleur, va savoir que là, on veut par exemple mettre en place les anti-brouillards. Et là, on aura par exemple un menu anti-brouillard et qui dira « Ok, ce sont les 4 du bas, mais comme là j'ai du brouillard et que je viens d'activer l'anti-brouillard, eh ben, je demande qu'il ne soit pas à 10% comme sur du feu de croisement, mais qu'il passe par exemple à 100%, mais que le bas. Mais que ce soit uniquement activé dans un cadre où on a du brouillard, puisque c'est la réglementation anti-brouillard que quand il y a du brouillard. Donc par exemple, le reste du temps, je les mets à 10% ou 7%. Et par exemple, si j'ai une moto multiplexée qui sait qu'on est la nuit et qu'elle met juste les feux de croisement, je pourrais paramétrer le fait que ça passe un peu au-dessus. Et comme ça, on peut imaginer plein d'autres modes qui vont arriver au fur et à mesure. Bon, je pense que vous l'avez compris, le paramétrage, il est vraiment facile, il est bien fait. J'ai très hâte de voir la dernière version qui est celle que vous aurez si vous prenez les phares pour une T7. Mais en tout cas, si vous prenez les phares pour les motos qui sont disponibles sur le site de Lone Rider, vous aurez une version qui est beaucoup plus jolie que la mienne parce que je l'ai vue et j'en suis bien jaloux. Mais je sais que ça va arriver et vous aurez surtout plus de fonctions. Voilà, maintenant que tout est positionné, tout est paramétré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des tests que j'ai pu réaliser avec. Alors, il y en a eu 2 qui ont été faits, 2 complètement différents. Déjà, à Barcelonnette, à l'Alpe Aventure Moto Festival, c'était la première présentation un peu en exclusivité. Ils étaient positionnés sur une 1300 GS. Et un soir un peu tard, après le restaurant, on a eu l'occasion d'aller les tester pour avoir une nuit complètement noire. Ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti de Barcelonnette pour ma partie de test et je suis allé direction la grande route qui va mener au col de la Cayolle. Et là, on avait une longue ligne droite où on était hors agglomération, donc où je pouvais faire mes tests correctement. On parle de la loi juste après. Et où j'ai pu me rendre compte de ce que ça représentait. Alors d'origine, la 1300 GS éclaire un peu mieux que ma T7, ou beaucoup mieux même, puisque la T7, c'est pas non plus un éclairage foufou d'origine, mais bref, j'ai pu voir la différence avec et sans en utilisant toutes les fonctions, que ce soit plein phare, que ce soit Beast Mode, et tout ce qui me permettait de voir le plus loin possible. Et là, j'avoue que c'était assez impressionnant. La différence, elle était vraiment dingue entre rien du tout, les phares et le Beast Mode. Mais ce qui m'intéressait, puisque clairement, je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu de ma vie aussi bien, avec une blancheur, avec un éclairage, avec une clarté et aussi loin. J'avais jamais eu ça de ma vie. Mais ce qui m'intéressait, c'est de le voir sur ma moto. Alors sur ma moto, déjà, on va parler du positionnement des phares. Vous voyez qu'ils sont bien bas, alors que sur la 1300 GS, ils étaient plutôt ici. Moi, je ne peux pas parce que sur la World Red, je n'ai pas les crash bars hauts. Sur mon ancienne, je l'avais, j'aurais pu les positionner ici et ça aurait été encore meilleur que ce que j'ai là. Parce que tout simplement ici, vous le voyez, vous avez la roue au milieu. Je m'étais dit que ça serait peut-être pas bon pour le faisceau et ça ne me donnerait pas toute la capacité des phares. C'est en partie vrai. Mais je vous mets quelques images de mes tests que j'ai réalisés dans le Morvan. C'était complètement bluffant déjà et jamais de ma vie j'ai vu la T7 fonctionner comme ça. Alors pour faire des tests qui soient un peu pragmatiques, je suis pas allé faire ce qu'on va faire d'habitude, c'est-à-dire tu roules avec tes phares, tu fais ouais ok bon ça éclaire comme ça parce que j'ai pas d'autre référentiel et ensuite bloom on te donne les phares et tu fais ah bah oui c'est mieux parce que forcément tu vas dire que c'est mieux puisque c'est mieux. Donc j'ai fait l'inverse, je suis parti directement sans les caches occultants que j'avais laissés dans ma poche et je suis parti avec les phares réglés comme j'avais tout à l'heure à 25%. Donc ça c'est du type feu de croisement, on en parle dans la réglementation tout à l'heure, donc je suis parti de mon relais motard et déjà là sur les bas-côtés je voyais beaucoup plus que ce que j'avais l'habitude. En tout cas c'est ce qui me semblait. Et dès que je suis sorti de la ville, blam, plein phare et là c'était assez impressionnant. Alors bien évidemment avec la petite DJI sur le casque, de nuit, vous savez que les action cam, c'est pas ce qui se fait de mieux. J'aurais dû essayer de trouver un moyen de fixer celui qui est en train de me filmer, qui est capable de descendre bien plus bas en basse luminosité, mais c'était pas possible. Donc vous avez déjà un rendu à l'image, mais moi clairement avec mes yeux et avec ce que je ressentais de sécurité, c'était juste dingue. Mais pour le moment, c'était mon référentiel de base, puisque la dernière fois que j'avais roulé de nuit avec la T7, elle remonte à avant ma fracture, donc ça fait un petit moment. Je suis parti directement sur une petite route par laquelle j'étais arrivé la veille, où je savais que c'était vraiment une mini-route avec que des virages et de la végétation partout, et clairement un petit précipice type une rivière en contrebas. L'endroit où on a envie de voir clair, et il y avait peut-être quelques gravillons aussi pour parfaire un petit peu le tableau. Donc je suis allé là-dedans, et je suis allé m'habituer un petit peu avec mon éclairage plein phare, avec 100% des deux dans mon réglage. Une fois que j'ai apprécié cette qualité d'éclairage, j'ai fait demi-tour, je me suis mis sur le côté et j'ai rajouté ça de chaque côté. Autant vous dire que quand j'ai posé le premier, il faisait beaucoup moins jour et quand j'ai posé le deuxième, c'était nuit.
Mais non, c'était pas nuit, puisque c'était censé être mon éclairage d'origine de ma moto. Je suis donc allé faire le test, le même circuit, je suis revenu au point de départ et je suis retourné sur ma petite route, donc je l'ai fait 2 fois, un coup dans chaque sens en fait. Et là, je me suis rendu compte que oui, ma T7, eh ben c'est vrai, elle éclaire pas très fort d'origine. Je suis en plein phare là? Non mais sérieux, mais ça éclaire rien du tout. Là je suis en croisement. Tout à l'heure ça m'allait bien, là bah voilà j'ai peur. Et bah ils éclairent bas mais je vois rien. Et en plein phare j'ai un petit zougouigoui. Un petit zougouigoui, c'est tout ce que j'ai, un zougouigoui. Quand on est en phare et quand on passe en plein phare, à part en faire un peu plus au-dessus, c'est pas ouf. Mais là, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la valeur, le fameux 1 lux, à combien de mètres. Parce que clairement, je voyais que ça n'allait pas loin et je voyais que c'était pas blanc puissant comme on peut l'avoir avec ceux-là, où on voit cette blancheur et cette puissance pendant un bon moment. Et en tout cas, on le voit pendant quelques centaines de mètres, sans aller aux 700 mètres, mais qui vont nous permettre de ressentir le fait qu'on est un peu plus en sécurité, même peut-être beaucoup plus, puisqu'on voit clairement les bas-côtés et au loin, et on voit ce qui va se passer sur le bord de la route s'il y a une bestiole qui va sortir, ou tout simplement s'il y a des graviers, une branche, un nid de poule, ça vous le voyez clairement. Si vous voulez avoir les yeux portés à 20-30 mètres devant vous, pour savoir ce qui se passe devant la roue avant, clairement, vous le saurez. Mais ça, quand j'avais mes phares d'origine, je l'avais plus vraiment. Et on voit qu'on est à tâtons, et là je peux comprendre le fait que rouler de nuit, ça donne pas trop l'impression de sécurité. Et je comprends le fait que des gens rajoutent des feux additionnels. Pour retourner à l'hôtel, je les ai renlevés ces caches et je les ai refoutus dans ma poche. Et de nouveau, je me disais là, si je devais faire 2 heures de campagne en pleine nuit, que ce soit avec les feux de croisement paramétrés à 25% ou que ce soit avec les pleins phares comme je les avais paramétrés tout à 100%, puisque j'ai personne en face de moi et je suis plus en agglomération, et bien clairement, l'impression de sécurité, elle y est. Et on a beaucoup moins ce stress de se dire est-ce qu'il va me sortir quelque chose de quelque part ou est-ce que je vais voir quelque chose en dernière minute. Là, on a beaucoup plus de marge. Voilà, donc ça, c'est ma partie test pour vraiment me donner l'impression de ce que ça change par rapport à l'éclairage habituel de ma moto. Si vous allez voir sur le site ou sur la chaîne YouTube de Lone Rider, eux ont pu faire des tests, alors ils sont carrément allés de nuit dans le Furka Pass devant l'hôtel mythique qu'on voit dans un James Bond qui est juste magnifique, ça je vous conseille de le faire si vous ne l'avez jamais fait. Et ils sont passés avec des appareils photo qui permettent d'avoir la qualité de notre œil et pas la qualité d'une action cam comme j'avais moi. Et là vous avez vraiment l'impression réelle de ce que j'ai vécu avec mes yeux, c'est assez dingue, je vous invite à aller jeter un œil dessus si vous voulez encore un peu plus vous convaincre de la puissance d'éclairage des Motolights. Bon, on arrive sur les parties où ça fait sujet à débat et que j'ai vu que sur Facebook, des humains qui ont la même passion pouvaient se mettre sur la figure, violemment parfois dans de simples textes derrière des claviers, alors qu'on est tous là pour kiffer la bécane, qu'on est libre et qu'on fait ce qu'on veut. Mais c'est pas grave, on va les aborder et on va faire ça de manière constructive afin de vous donner le plus d'infos possible. Première chose, le prix. Alors pour ceux qui ont eu la chance d'avoir le premier lot, il était à moins 25%. Donc là, ça a cassé complètement le prix puisqu'on est sur des budgets qui sont quand même assez élevés sur ce type de produit premium. Ce premier lot a été vendu en quelques jours et il sera livré fin octobre. On est actuellement sur le deuxième lot, j'ai vu qu'il était encore dispo pour une livraison fin décembre. Donc pour ceux qui après le changement d'heure en mode hiver vont vouloir voir un peu plus le matin et le soir en rentrant du boulot par exemple, n'hésitez pas trop si vous voulez vous procurer ces Motolights. Ils s'achètent donc par paire de phares, et on va être sur un prix de 689 €. Donc, pour ramener à ce qu'on avait sur des phares dont je vous parlais tout à l'heure, on est un peu plus du double du prix avec 15 fois plus de puissance et avec beaucoup plus de fonctions et des évolutions qui vont encore arriver dans le futur. La facture totale, quant à elle, puisque je vous ai dit qu'il faut absolument un contrôleur avec, va s'élever à 919 € pour la plupart des bécanes. Et si vous prenez des fixations supplémentaires un peu plus complexes pour certaines bécanes, vous arriverez à 999. Mais pour le commun des mortels, on va être sur 919, les Motolights et le Motocan. Alors on va pas se le cacher, c'est un budget. J'ai pu voir des choses tout à fait agressives dans les commentaires. Les Denali D7 Pro, concurrents principaux des Motolights, ils sont à peu près à 500 € le phare. Donc si on en veut deux, on est à peu près à 1000 € et il faut rajouter ensuite le contrôleur qui porte la facture à 1100 € à peu près. Mais je voudrais amener les choses dans l'autre sens, comme j'avais dû déjà le faire quand j'avais présenté tout simplement gentiment un airbag et qu'on m'avait décrié le prix. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, ça les dérange pas d'aller mettre 1200 balles dans une cartouche en titane Akrapovic sur leur moto. Pour faire quoi? Plus de bruit, gêner du monde, gagner 3 kilos sur la moto? Moi je les perdrais bien ici d'ailleurs mes 3 kilos. Bref, je voudrais juste remettre un peu de bienveillance dans le sujet. Ici on propose, on présente, ça intéresse pas. Donc s'il vous plaît, pas de déchaînement dans les commentaires si ça ne vous intéresse pas.
fin de l'histoire. La business class ou la première classe dans un avion à 10 plaques le billet, clairement, ça me dépasse et ça ne m'intéresse pas. Pour autant, je me déchaîne nulle part sur le prix. Voilà, ça c'était pour la partie prix, qui dans un monde normal n'aurait dû prendre que 30 secondes pour donner le prix. Mais maintenant, on va aborder la partie loi. Alors pour parler de la loi, on va se baser de ce que j'ai eu comme retour sur Facebook, puisque ça a été donc un déchaînement de commentaires, chacun allait dans son sens, et même ceux qui étaient d'accord avec eux, finalement, se prenaient la tête. Un vrai bazar. Alors déjà, on va parler d'homologation. Ces feux possèdent plusieurs homologations. Ils sont approuvés E, la norme E, et ils ont la norme ECE, R10, R148, R149. Je vous laisse aller voir, je suis allé jeter un œil. C'est des normes européennes qui disent ce que doivent faire au minimum certains phares pour avoir des homologations. C'est des homologations qu'on va retrouver un peu aussi gravées des fois dans les phares d'origine. Et ici, ils sont gravés dans la lentille d'origine. Mais c'est pas sur ça que les gens revenaient. Les gens affabulaient sur le « c'est interdit sur route », on n'a pas le droit de mettre des feux additionnels et chacun interprétait la loi. Je vais vous donner l'avis des gendarmes puisque je suis allé faire des recherches. Et les gendarmes m'ont dit quelles étaient les choses qui étaient verbalisables. Il n'y a pas en dehors. Donc on ne peut pas inventer des fausses choses. La loi nous dit que déjà, ceci est une motocyclette. Ouais, ça fait pas plaisir. Surtout si vous avez une 1300 GS, ça fait un peu petit joueur de l'appeler motocyclette. Mais ça s'appelle une motocyclette. Les gens m'ont cité des lois du code de la route sur les éclairages qui ne parlaient pas des motocyclettes. Parce qu'on avait le mot capot et le mot toit. Alors chacun a su me sortir l'article R313-trucmuche qui lui convenait bien pour étayer ses propos. Sauf qu'à chaque fois, on est sur de l'interprétation. Interprétation numéro 1. Dans un fameux article du code de la route, on nous dit qu'une motocyclette doit avoir 1 ou 2 feux. Ce qui a été interprété par « t'en as 3, c'est terminé, t'as pas le droit ». Les gars, si dans la vie on pense nivellement par le bas à chaque fois, on va pas y arriver. La loi est assez intelligente et les gens qui la font le sont pour avoir pu rajouter les mots maximum s'ils voulaient limiter. Là, on est sur un minimum. La loi demande qu'il y en ait 1 ou 2. Il y a un point après. Il n'y a pas marqué maximum. Ça vous dit pas qu'on n'a pas le droit d'en mettre 3. Et ça, on va regarder après avec toute la liste des natures d'infraction qui m'a été fournie par la gendarmerie. Il n'y a pas le fait d'avoir 3 ou 4 phares. Ça n'existe pas. Bien évidemment, si vous avez un sapin de Noël, que vous en avez foutu 4 par crash bar et qu'on vous voit arriver à 200 km comme Dédé le tuning, il y a des chances que les gendarmes soient un peu attirés par votre cas, mais il n'est pas du tout interdit d'avoir 3 feux. Et ça m'a été dit par les gendarmes. Alors on va faire simple, je vais donc prendre mes petites notes et vous donner les natures d'infractions qui existent afin de pouvoir verbaliser quelqu'un sur la moto. C'est la liste qui m'a été communiquée par les gendarmes. Alors je précise, ce sont des gendarmes à moto dont c'est le métier de faire appliquer le code de la route. Donc c'est des gens qui dorment code de la route, qui mangent code de la route, qui vivent code de la route, qui... Stop, enfin vous avez compris. Donc c'est des gens qui le maîtrisent et qui, pour eux c'est un outil. Donc c'est de ça dont ils se servent afin de pouvoir dire si quelqu'un est en situation verbalisable ou non. Je cite, ce qui est verbalisable du point de vue du code de la route sur la voie publique. Ça ne concerne pas tout ce qui est terrain, chemin non carrossable ou privé ou non cadastré. On est sur du public, donc sur la route. Natinf, alors Natinf c'est nature d'infraction. C'est le diminutif qui est donné, vous pouvez vérifier ça sur Google. Natinf 6164 K4. Maintien des feux de route du véhicule à moteur lors du croisement d'un autre véhicule la nuit. Bien évidemment, si vous avez oublié de les couper parce que vous avez un bouton 1 ou 0 sur vos feux additionnels, bah, vous êtes verbalisable parce que vous avez quelqu'un en face et vous allez l'éblouir. D'ailleurs, on va revenir sur cette notion d'éblouissement. Dans le code de la route, on utilise la notion d'éblouissement. Par contre, on ne nous donne pas d'unité de mesure de l'éblouissement. On ne nous dit pas, tiens, là, on est un éblouissement de niveau 7. Là, non, on est un éblouissement de niveau 2,5. Non, personne ne le dit. Revenons à nos moutons. On était donc sur la première nature d'infraction et on était sur un gars qui couperait pas ses pleins phares lorsqu'il croise un autre. Bah moi, j'y peux rien. C'est comme le gars qui resterait à 80 alors qu'il vient de rentrer dans un village, c'est le même débat. Sa moto est capable de le faire, pour autant, elle n'est pas interdite et non homologuée et illégale et j'en passe. Là, ici, comme on est couplé sur la moto, on n'a pas un autre bouton à venir enlever. C'est phare, plein phare. De base sur votre moto, vous n'avez rien à penser d'autre. Ensuite, la Natinf 13107 K numéro 4. Usage irrégulier des feux spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général. Alors celle-là, on va la voir beaucoup. C'est quand vous commencez à vous mettre un gyrophare sur la moto, des choses qui font penser à des gyrophares. Aujourd'hui, on sait qu'ils ont des gyros LED ici qui clignotent. Quand vous commencez à vous mettre ça ou des choses qui peuvent changer de couleur, notamment prendre le bleu par exemple, ou des couleurs autres qui sont pour les véhicules d'intervention, les véhicules d'intérêt général, donc ambulance, pompiers, police, gendarmerie, etc. Là, ça va devenir compliqué pour vous. Ou le coup du gars qui fait du stromboscopique en permanence
nuance dans l'interfile. Là, c'est pareil, ça fait penser à la police. Ça, c'est interdit. Et évidemment, si vous jouez avec ça, vous allez en prendre une, mais c'est comme je vous dis, rester à 80 dans un village, c'est interdit. On passe à la troisième, Natinf 1309, cas numéro 4. Installation irrégulière maintenant, après l'usage de feux spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général. La Natinf 22828, cas numéro 4. Détention irrégulière de feux spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général. On voit que ça se centre beaucoup sur ces feux spéciaux. On reste encore sur la 28828. Après la détention, le transport irrégulier. Vous avez compris, ces trucs-là, on les met pas. On n'est pas dans ce cas-là. On passe sur la 28853, cas numéro 3. Circulation de véhicules à moteur munis de feux à couleurs variables différentes. Donc ici, on n'a pas de feux différents. Là, j'en ai parlé avec plein d'autres gendarmes parce que certains sont venus essayer de me le contrer parce que vous avez vu que le petit cercle autour de signature lumineuse peut être soit ambre, soit blanc. Alors, vous avez vu aussi que pour changer la couleur, il faut un ordinateur. Je ne vais pas vous mettre dans le contexte du gars qui le prend dans le dos, qui enlève la selle, qui se met en équilibre, qui donne son sac de sel à un automobiliste pour brancher, qui arrive à pas faire tout voler les câbles et qui se met sur le logiciel sans mourir dans le prochain virage et qui arrive à changer la couleur. Bref, vous avez compris, on peut pas. Et on n'a pas de feu de couleur différente. Cette Natinf, elle est surtout faite pour ceux qui roulent avec un phare jaune, un phare blanc. Clairement, sur une moto, ça n'existe pas. Sur une moto récente, ça n'existe pas. Donc, nous ne sommes pas concernés. Cette même Natinf va dire aussi qu'on peut se faire verbaliser si on est muni de feux à intensité variable ou différente. Typiquement, plus à gauche qu'à droite. Vous avez vu que c'était impossible. Et l'intensité variable, je ne vais pas vous refaire la scène de tout à l'heure, on ne peut la faire qu'avec un ordinateur. Donc, quand je roule, si j'ai les feux du bas en mode croisement que j'ai mis à 10%, je ne peux pas les faire varier et faire un effet un petit peu gyrophare. Ça, c'est pas possible. Et donc, quand je mets les pleins phares pareil, je passe en plein phare comme d'origine et ça varie pas. Donc, on rentre pas dans cette Natinf. Cette même Natinf nous dit qu'on est verbalisable si on a une circulation de véhicules à moteur munis de feux asymétriques. C'est-à-dire que j'en mettrai un par là, un par là, un par là. C'est pas le cas. Ils sont au même niveau asymétrique et d'une hauteur suffisamment basse, comme on peut le voir dans certains textes, pour ne pas éblouir les autres. Pareil, la notion d'éblouissement, elle est arbitraire. Avant-dernière Natinf, la 22890, cas numéro 4, circulation de véhicules à moteur utilisant de manière injustifiée les feux de brouillard. Alors là, on est typiquement dans ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez que les anti-brouillards, c'est interdit quand il n'y a pas de brouillard. Combien de voitures on croise avec les feux anti-brouillard allumés souvent à l'avant parce que ça fait plus joli? Ça, je l'ai déjà vu quand j'étais en mode jeune. Et il y en a certains qui le mettent à l'arrière parce qu'ils s'oublient ou je sais pas pourquoi. Ça, c'est interdit. Pour autant, la voiture n'est pas illégale. Ici, si on avait une fonction paramétrable anti-brouillard qui va arriver certainement prochainement, là, c'est pareil. Comme le 80 dans un patelin, c'est interdit, mais vous pouviez le faire. Utiliser les anti-brouillards quand il n'y a pas de brouillard, c'est interdit. Donc les feux ne posent pas de problème là-dessus. Si vous les utilisez correctement, comme votre moto ou votre voiture, parce que toutes les voitures sont équipées d'anti-brouillard, vous n'êtes pas verbalisable. On passe donc à la dernière, la 22891, cas numéro 4, circulation de véhicules à moteur de nuit ou par visibilité insuffisante, sans usage des feux de position lorsque celui-ci est prescrit. On est toujours dans du bon respect des choses. On utilise la nuit les phares qui vont bien selon le code de la route et on n'est pas en plein phare quand on a quelqu'un en face et on n'est pas en plein phare en agglomération parce qu'on est verbalisable. Mais ça, c'est de l'intelligence de l'être humain qui se doit de respecter les règles. C'est pas au phare de respecter les règles. Et autre précision, j'ai fait un peu plus de 1000 km avec ces feux. Quand j'ai fait mon road trip dans le Morvan, j'ai de l'aller-retour, j'ai fait de la nationale, j'ai fait de l'autoroute, j'ai fait de la départementale, j'ai fait de la route communale, j'ai fait beaucoup de choses. Je n'ai pas pris un seul appel de phare de jour comme de nuit. Maintenant, pour ceux qui veulent s'en tenir à la réglementation et aux personnes dont c'est le métier et aux personnes qui savent verbaliser et pour quelles raisons, je pense que vous êtes rassurés. Et s'il vous plaît encore plus, dans les commentaires, respect et bienveillance. On a tous la même passion. On parle juste de lumière sur une moto. On ne rentre pas dans un déchaînement de violence verbale. Et dans ce cas-là, si ça arrive, je supprimerai systématiquement. On est là pour s'aider les uns les autres. On est sur de la présentation toute simple. Personne n'a un couteau sous la gorge. Donc voilà, comme dirait l'autre, aimons-nous les uns les autres, bordel de merde. Ah voilà, on en a fini avec les deux parties un peu lourdes, malheureusement aujourd'hui, alors que ça ne devrait pas. Je suis désolé, quand je parle de ce genre de sujet où je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de respect, j'ai toujours un ton un petit peu différent. Donc on va redescendre un petit peu et on va faire la conclusion tranquillement. Pour moi, ces phares étaient quelque chose, comme je vous l'ai dit, que je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je découvre un type de produit comme ça qui peut fonctionner avec les fonctions de base de la moto, qui peut être entièrement paramétrable et qui peut faire beaucoup de choses. Pour moi, avant, des phares, c'était simplement, comme je vous l'ai dit, deux loupiottes, un bouton à côté, on-off et fin de l'histoire.
Donc là, je découvre clairement un nouveau produit et ce produit, quand il est paramétré et utilisé correctement, vous l'avez vu, il va accroître votre sécurité, il va vous permettre de mieux voir et de mieux être vu. Par rapport à son seul concurrent, il a plus de fonctions, il est un peu plus puissant, mais c'est surtout qu'il va éclairer plus loin. Mais on va pas se le cacher, c'est clairement un budget. Donc pour celui qui voulait juste mettre des loupiottes pour dire j'ai mis des loupiottes et que ça lui plaît, et qui va pas forcément s'en servir et rouler énormément de nuit, peut-être qu'il ne va pas s'orienter vers ce type de produit premium et peut-être qu'il va rester sur des types de produits classiques. Mais à mon sens, pour celui qui va par exemple souvent au boulot à moto et qui soit commence tôt ou finit tard ou est posté ou alors va à la basse saison quand on a changé d'heure, rouler souvent de nuit, si en plus il roule en montagne ou en campagne, c'est un produit qui va vraiment rentrer dans son cadre d'utilisation et qui pour moi va être le must de ce qu'il peut avoir. Ça lui permettra forcément d'éviter la plaque de gravier, les feuilles mortes, le petit caillou, la petite branche morte qui est tombée, la bestiole qui sort au loin. C'est dans ce sens que je vous dis que ça va accroître la sécurité. Ensuite, les autres vont mieux nous voir parce qu'ils vont nous voir arriver, ils vont voir un meilleur faisceau. S'ils coupent la route par exemple, je pense à ça de nuit en race campagne, ils vont forcément voir notre halo comme on voit aujourd'hui avec les phares de voitures surpuissants de dernière génération. Au niveau cadre d'utilisation, je pense aussi à toutes les personnes qui aiment faire par exemple des rallyes routiers ou qui vont faire des événements en tout terrain comme le HAT ou l'URT de Léandre qui d'ailleurs se passe la semaine prochaine et qui sont des événements où on roule beaucoup, longtemps, on part tôt et on peut finir tard. Et quand on est à des saisons comme maintenant ou même au changement d'horaire, eh bien on va se retrouver avec des passages off-road de nuit. Il est alors très intéressant d'avoir un très bon éclairage sur sa bécane. Et puis il reste tous ceux qui ont un usage non régulier de nuit, mais pour le au cas où qui veulent accroître leur sécurité et qui veulent mettre de l'argent dans un beau produit. Là clairement vous êtes sur un beau produit. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura éclairé sur ces phares. Pas mal celle-là, non? Et que si vous êtes intéressé par voir et être vu, mais que maintenant il n'y a plus de doute sur la question. Et pour ceux qui suivent la chaîne, quelques nouvelles. J'ai pu refaire mon premier road trip dans le Morvan. Je l'ai fait la semaine dernière. J'ai réussi à trouver 2 jours de soleil en 2024, ce qui est assez exceptionnel. J'ai pu faire un joli tournage. J'ai repéré de jolies routes. Le nouveau guide de voyage est donc dispo. Le guide du Morvan, vous le trouvez directement sur mon site. La vidéo sortira seulement dans l'hiver parce que j'ai besoin de pas mal de temps pour la monter proprement. Et c'est surtout que dès qu'il va faire 2 ou 3 jours de soleil quelque part en France où je dois tester un guide, je vais vite foncer à les filmer là-bas avant que y ait de la neige de partout. Allez, je retourne au boulot et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!